À une époque avant les téléphones portables, Internet ou la messagerie instantanée, un homme est revenu en décrivant des choses qui ne deviendraient courantes que des décennies plus tard. Il parlait de communication sans fil, d'images transmises sur de longues distances et d'enregistrements effectués sans papier. Le problème, c'est que rien de tout cela n'existait quand il a disparu. Ce n'était pas un récit écrit des années plus tard, influencé par l'époque moderne. C'était écrit à la main peu après son retour. Il a disparu pendant 11 jours. Quand il est revenu, le monde était exactement le même. Mais la façon dont il décrivait la réalité était différente. Les gens disaient que c'était impossible. Certains prétendaient qu'il était devenu fou, mais personne ne pouvait expliquer comment quelqu'un de cette époque pouvait décrire des concepts qui ne seraient compris que bien plus tard. Le plus étrange, c'est qu'il n'a jamais essayé de convaincre qui que ce soit. Il a juste écrit comme s'il avait peur d'oublier. Selon lui, le temps passé hors de la Terre n'a pas été vécu en jours ou en heures. Il a été vécu comme une continuité dans un autre endroit, et ce qu'il a vécu là-bas a tout changé. Si vous êtes intéressé par des cas réels qui remettent en question ce que nous pensons savoir sur le monde, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Tout a commencé par une nuit ordinaire, sans avertissement, sans bruit, juste une lumière qu'il était impossible d'ignorer. Arthur Bernier avait 35 ans cette nuit-là, de mai 1958. Il travaillait dans les champs depuis l'âge de 12 ans, un homme de peu de mots et de mains calleuses, connu dans la région comme quelqu'un de pratique, réservé, sans penchant pour les fantaisies. Il ne lisait pas de livres sur l'espace, n'allait pas au cinéma voir de la science-fiction et avait à peine terminé l'école primaire. Sa vie avait toujours été simple. Se réveiller avant le lever du soleil, travailler la terre, rentrer à la maison quand il faisait nuit. Jeudi, fin d'après-midi, le soir tombant, Arthur revenait d'une propriété voisine où il avait aidé Joseph à réparer une clôture. 3 kilomètres de champs ouverts séparaient une propriété de l'autre, un chemin qu'il parcourait au moins 2 fois par semaine. Il connaissait chaque pierre, chaque irrégularité du terrain. 20h30, ciel dégagé, croissant de lune, fournissant assez de lumière pour voir où je marchais. Température d'automne agréable, vent doux portant l'odeur de terre humide de la pluie de la veille. Les mains dans les poches du manteau. Le chapeau protégeant ma tête, marchant d'un pas régulier comme quelqu'un qui avait fait ce trajet des centaines de fois. Puis tout a changé. D'abord vint le silence. Pas une diminution progressive des sons, mais une coupure instantanée et absolue, comme si quelqu'un avait éteint le monde entier. Les grillons qui chantaient quelques secondes auparavant ont cessé en plein chant. Le vent s'est arrêté sans transition. Même le son des propres pas d'Arthur est devenu étouffé, distant, irréel. Il s'est instinctivement arrêté de marcher, son corps reconnaissant l'anomalie avant que son esprit ne puisse la traiter consciemment. Et puis, il a vu la lumière. Pas une lumière comme une lampe de poche ou un phare de camion, une lumière qui ne devrait pas exister à cet endroit, suspendue dans l'air à environ 100 mètres devant lui, peut-être 50 mètres au-dessus du sol, complètement immobile, silencieuse, une lueur blanche bleutée qui ne vacillait ni ne variait, existant simplement avec une intensité impossible à ignorer. Sa première réaction fut de penser à un avion, mais les avions font du bruit. Les avions bougent. Et cette chose planait dans l'air comme si la gravité n'existait pas pour elle. Un hélicoptère. Arthur n'avait jamais vu d'hélicoptère en personne, mais il savait qu'il faisait un bruit assourdissant, et cette chose ne faisait aucun bruit du tout. Il est resté là, pas exactement effrayé, mais complètement incapable de catégoriser ce qu'il voyait. Son cerveau essayait d'intégrer l'expérience dans un cadre connu et échouait complètement. Et puis la lumière a commencé à descendre, pas comme un avion descendant pour atterrir, mais comme si l'espace entre elle et le sol diminuait simplement, sans aucun mouvement descendant perceptible. Elle était juste plus haute un instant, maintenant plus basse. Une transition qui semblait à la fois instantanée et continue.
Arthur aurait dû courir. Chaque instinct de survie lui criait de courir. Mais ses jambes n'obéissaient pas, lourdes, comme si des racines avaient poussé à travers ses bottes, le maintenant en place. Sa respiration était rapide, mais ses muscles ne répondaient pas aux commandes urgentes de son cerveau. La lumière est descendue à environ 10 mètres de hauteur, et c'est seulement alors qu'il a vu que ce n'était pas seulement de la lumière, mais une structure solide sous la lumière. Un immense disque métallique, peut-être 20 mètres de diamètre, sa surface lisse réfléchissant la lumière de la lune de manière diffuse, sans joint visible, sans fenêtre, sans rivet ni soudure, rien pour indiquer comment il volait ou d'où il venait. Et ainsi, Arthur a perdu du temps. Aucun souvenir soudain, aucun évanouissement avec transition progressive, juste une continuité brisée comme une page arrachée d'un livre. Il regardait un disque suspendu dans l'air. Et au moment conscient suivant, il était allongé sur une surface dure mais pas froide, lumière diffuse sans source identifiable, illuminant tout uniformément, un plafond bas et courbé au-dessus de lui, et 3 êtres le regardant avec ce qui semblait être une curiosité clinique. Ils n'étaient pas humains, vaguement humanoïdes dans leur forme. Oui, 2 bras, 2 jambes, une tête, une posture droite, mais des proportions complètement fausses. Peau gris-vert uniforme, sans variation de ton. Des yeux trop grands, occupant presque un tiers de leur visage, sans pupilles ni iris visibles, juste une obscurité profonde, pas de nez proéminent, juste 2 petites ouvertures, une bouche fine sans lèvres définies, complètement sans poils visibles sur n'importe quelle partie de leur corps ou de leur tête. La première pensée d'Arthur, dont il pouvait se souvenir plus tard, était celle d'une irréalité complète. Comme s'il regardait une scène se dérouler avec quelqu'un d'autre, une dissociation protectrice de l'esprit, essayant de traiter l'impossible. Il a essayé de se lever, mais son corps ne répondait toujours pas complètement. Il ne pouvait que tourner légèrement la tête, bouger les yeux et respirer avec difficulté, comme si l'air était plus dense qu'il ne devrait l'être. L'un des êtres s'est approché, pas de manière menaçante, mais avec un mouvement délibéré et mesuré, tendant ce qui devait être une main et touchant légèrement l'épaule d'Arthur. Le toucher était étrangement neutre. Aucune température perceptible, aucune texture spécifique, juste une pression douce. Et avec le toucher vint quelque chose qu'Arthur ne pourrait jamais décrire adéquatement par la suite. Pas des mots, mais une impression directe sur l'esprit, un concept sans langage. Observation. Temporaire, aucun mal intentionnel, le contrôle de son corps est revenu progressivement dans les minutes suivantes. D'abord ses doigts, puis ses bras, enfin ses jambes, et Arthur a réussi à s'asseoir, puis avec un effort considérable à se lever, ses jambes tremblant, pas exactement de peur, mais d'adrénaline pure inondant son système. Il a regardé autour de lui pour la première fois avec une attention complète. Une petite pièce, peut-être 4 mètres sur 3, mur courbé sans un seul angle droit visible. Tout fait d'un matériau qui ressemblait à du métal, mais ne réfléchissait pas la lumière comme le métal devrait, plus comme de la céramique mate, lisse. Lumière venant de toutes les directions, simultanément créant un environnement sans ombre, une température parfaitement neutre. Air complètement inodore, sans humidité perceptible, sans aucune caractéristique autre que d'être respirable. 3 êtres, tous d'environ la même taille que lui, peut-être 1,70 m, portant quelque chose qui ressemblait à des vêtements, mais sans couture visible, une couleur grise légèrement plus foncée que leur peau, un matériau qui bougeait quand il bougeait, mais n'avait ni texture, ni drapé comme un tissu normal. Et ils observaient simplement, pas avec hostilité, pas avec une curiosité excessive ou intrusive, juste une observation patiente et méthodique, comme un technicien observant une expérience, pas pour juger, mais pour collecter des données. Arthur a essayé de parler sa voix. « Où suis-je? Que voulez-vous de moi ?» Mais le son est sorti déformé, comme si l'air était plus dense que la normale, et ils n'ont pas répondu verbalement.
Un seul a fait un geste vers la porte qu'Arthur n'avait pas remarqué avant, parce qu'elle était parfaitement intégrée dans le mur courbé. Sans poignée de porte, sans cadre, juste une ligne très fine indiquant où le mur se terminait et où la porte commençait. La porte a glissé silencieusement, révélant un couloir étroit éclairé de la même manière diffuse et sans ombre. Et il a fait un autre geste avec un mouvement sans équivoque. « Viens ». Chaque instinct criait de ne pas y aller, de refuser, d'exiger des réponses, mais quelque chose de plus profond que la peur, peut-être la curiosité fondamentale qui définit l'humanité, ou peut-être une reconnaissance inconsciente que le refus était futile, a fait que les pieds d'Arthur ont commencé à bouger, le suivant dans le couloir, tandis que deux autres venaient derrière, ne le poussant ni ne le forçant, mais l'accompagnant clairement, s'assurant qu'il continuait. Le couloir menait à une pièce considérablement plus grande, et ce qu'Arthur y a vu a presque fait fléchir ses genoux. Pas de peur, mais d'une incompréhension si complète que tout le système menaçait de s'éteindre en autodéfense. Une fenêtre, ou quelque chose qui fonctionnait comme une fenêtre, occupait un mur entier de la pièce, et à travers elle, suspendue dans le vide absolu de l'espace, se trouvait la Terre. Pas une photographie, pas une peinture ou une carte. La vraie Terre. La planète entière visible d'une perspective qu'aucun être humain en 1958 n'aurait dû avoir. Des nuages tourbillonnant blancs au-dessus d'océans bleus profonds. Des continents en nuances de brun et de vert. La courbure évidente et indéniable de l'horizon planétaire. Et ils étaient là-bas, au-dessus, dans l'espace impossible. Les jambes d'Arthur ont cédé. Il s'est assis lourdement sur le sol, qui était plus doux qu'il ne semblait, ne s'évanouissant pas, mais son système complètement submergé, essayant de traiter une vision qui brisait la réalité, connue en morceaux irréparables. L'un des êtres s'est de nouveau approché, s'est agenouillé à côté de lui avec un mouvement fluide, a touché son épaule avec la même pression neutre, et l'impression est revenue. Observation temporaire, retour garanti. Et là, assis sur le sol d'une pièce dans un vaisseau spatial, qui ne devrait pas exister selon tout ce que l'humanité savait en 1958, regardant sa planète natale sous un angle impossible, Arthur a eu une pensée qui reviendrait obsessionnellement pendant les 11 jours suivants. Comment le décrirait-il à son retour ? Qui le croirait? Le croirait-il même si quelqu'un lui racontait une histoire identique? L'être a offert une main pour l'aider à se lever, 3 longs doigts et un pouce opposable. Pas d'ongles visibles, peau lisse, froide au toucher, et a fait un geste vers une autre porte, un autre couloir. Et Arthur a compris clairement, son sang s'est glacé. Ce n'était que le début. Il ne savait pas combien de temps il resterait là. Il ne savait pas ce qu'il voulait de lui. Il ne savait pas s'il reverrait jamais sa maison, sa terre ou sa famille. Tout ce qu'il savait, c'est que la réalité venait de se briser complètement, et rien ne serait plus jamais pareil après cela. Arthur a perdu tout sens du temps, presque immédiatement. Il n'y avait pas de fenêtre, sauf celle montrant la Terre, mais le vaisseau n'orbitait pas d'une manière qui permettrait d'utiliser la planète comme une horloge. Il n'y avait pas de cycle de lumière et d'obscurité simulant le jour et la nuit. Il n'y avait pas de faim ou de sommeil suivant des schémas normaux. Juste une étrange continuité où un moment suivait un autre sans marqueur clair du passage du temps. Les êtres, Arthur ne sut jamais comment les appeler. Ils ne lui ont jamais donné de nom ou de désignation. Ils l'ont conduit à travers une série de pièces interconnectées par des couloirs étroits. Chaque pièce servant un but qu'il ne pouvait que deviner par observation. La première pièce après la salle d'observation initiale semblait être quelque chose comme un réfectoire, bien que différent de tout réfectoire qu'Arthur ait jamais connu. Des surfaces lisses émergèrent des murs sans joints visibles, formant ce qui pouvait être des tables et des bancs. Et sur l'une de ces surfaces, un récipient contenait un liquide épais d'une couleur indéfinie, entre beige et gris. L'un des êtres a fait un geste vers le récipient, puis vers sa propre bouche, un mouvement universel. Nourriture, boisson. Arthur a hésité,
ses instincts lui disant de ne rien consommer d'origine inconnue. Mais la soif commençait à serrer sa gorge, et la froide logique lui disait que s'ils voulaient lui faire du mal, ils auraient des méthodes plus efficaces que l'empoisonnement. Il a pris le récipient, chaud au toucher, sans poids, lisse comme du verre, mais flexible comme du plastique, et a bu. Le goût était neutre, ni sucré, ni salé, ni amer, juste une substance sans caractéristiques définies, au-delà d'étancher la soif et de laisser l'estomac étrangement satisfait, comme si l'on avait mangé un repas complet. Ce n'était ni agréable ni désagréable. C'était fonctionnel. Les êtres l'ont regardé boire avec la même attention clinique. L'un d'eux prenant des notes sur un appareil qu'Arthur ne pouvait décrire que plus tard, comme un mince tableau lumineux où des symboles apparaissaient quand il touchait la surface. Sans papier, sans encre, juste de la lumière formant des caractères qui disparaissaient et réapparaissaient selon les besoins. Il a de nouveau essayé de communiquer verbalement. Combien de temps serais-je ici? Où allons-nous? Mais les êtres n'ont pas répondu par des mots, seulement des gestes indiquant « viens » et le conduisant à la pièce suivante. Celle-ci était plus grande, peut-être 10 mètres de long sur 5 de large, et contenait ce qui ne pouvait être que de l'équipement. Bien qu'Arthur ne puisse identifier la fonction de rien, des cylindres verticaux transparents contenant des liquides de diverses couleurs, certains bouillonnants sans aucune source de chaleur apparente, des structures métalliques suspendues dans l'air sans support visible, tournant lentement, des panneaux plats émettant une lumière douce où des symboles dansaient dans des motifs qui semblaient avoir un sens pour les êtres, mais étaient complètement incompréhensibles pour Arthur. Et puis il a vu quelque chose qui n'aurait de sens que des décennies plus tard, une surface plate d'environ la taille d'une porte d'armoire montée sur le mur où des images bougeaient, pas une projection de film. Il n'y avait pas de projecteur visible, mais des images directement sur la surface, des couleurs vibrantes, un mouvement fluide montrant ce qui semblait être un autre environnement du vaisseau, d'autres êtres s'y déplaçant. L'un des êtres a touché la surface, et l'image a changé instantanément, montrant l'extérieur du vaisseau. D'innombrables étoiles dans le vide absolu, et Arthur a compris avec choc. Communication longue distance à travers des images transmises sans fil, sans connexion physique visible. En 1958, les téléviseurs existaient mais nécessitaient d'énormes antennes, des câbles et des stations de transmission. Cette chose fonctionnait sans rien de tout cela. L'être lui a fait signe de s'approcher, a de nouveau touché la surface, et l'image a changé pour montrer la Terre, mais pas la Terre vue d'une fenêtre. La Terre vue sous un angle complètement différent, comme s'il y avait un œil flottant dans l'espace, capturant plusieurs perspectives simultanément. Arthur a essayé de demander « Comment cela fonctionne-t-il » mais les êtres se déplaçaient déjà vers la pièce suivante, et il a suivi, son esprit essayant de cataloguer tout ce qu'il voyait, sachant qu'il aurait besoin de se souvenir. Il aurait besoin de décrire même si personne ne le croyait. La pièce suivante était plus petite, plus intime d'une certaine manière, et là, Arthur a vu quelque chose qui l'a dérangé plus que toute technologie. Cela semblait être une zone de repos pour les êtres, des surfaces inclinées qui pouvaient être des lits, bien que sans matelas ni couverture, juste des surfaces de forme ergonomique. Et sur les murs, ce qui ne pouvait être que de l'art, des motifs géométriques complexes et des couleurs douces sans but fonctionnel évident, juste de l'esthétique. Cela l'a profondément affecté parce que cela confirmait quelque chose. Ces êtres n'étaient pas simplement des machines biologiques efficaces. Ils avaient un sens esthétique. Ils créaient de la beauté d'une manière fondamentale. Ils n'étaient pas si différents, après tout. L'un des êtres, Arthur a commencé à penser à lui comme l'observateur principal parce qu'il était toujours présent, prenant toujours des notes, a fait un geste vers la surface inclinée vide, indiquant « Repose-toi ici ». Arthur s'est allongé, la surface se moulant subtilement au contour de son corps, pas inconfortablement, mais étrangement impersonnel, et il a réalisé qu'une profonde fatigue commençait à peser sur lui. Pas physiquement, mais mentalement, une surcharge d'expériences impossibles compressée dans une période indéfinie.
Il a fermé les yeux pendant un moment, et quand il les a rouverts, combien de temps s'était écoulé, des minutes, des heures. La pièce était vide, sauf lui, et un panneau sur le mur opposé montrait une image d'un couloir éclairé, une porte ouverte, une invitation claire. Il s'est levé, son corps libre de douleur ou de raideur, malgré la position étrange, et a suivi le couloir indiqué, trouvant une pièce qu'il ne pouvait décrire que comme une bibliothèque, bien que sans un seul livre. Des étagères contenaient de petits cylindres, chacun émettant une lumière douce d'une couleur différente. Et quand Arthur en a touché un par curiosité, une projection holographique, il n'avait pas de mots pour cela en 1958, est apparu dans l'air, des symboles flottant en 3 dimensions, tournant quand il bougeait sa main près d'eux. Des enregistrements, des connaissances stockées sans papier, sans encre, seulement de la lumière et de l'information codée d'une manière qu'il ne pouvait pas déchiffrer, mais reconnaissait intuitivement comme analogue aux livres dans une bibliothèque terrestre. L'observateur principal est apparu à l'entrée, a regardé Arthur interagir avec la projection, et pour la première fois, quelque chose qui pouvait être vu dans sa posture a traversé son chemin. Une légère inclinaison de sa tête qui, dans n'importe quelle culture, pouvait signifier « oui, tu comprends ». Et puis a commencé une période qu'Arthur ne pouvait décrire que plus tard, comme une éducation silencieuse. Les êtres n'expliquaient pas verbalement, mais lui montraient à plusieurs reprises, patiemment. Ils l'ont emmené dans des pièces, ont démontré des équipements, lui ont permis de toucher et d'explorer dans des limites sûres, et ont observé méticuleusement ses réactions. Il lui a montré un petit appareil de la taille d'une boîte d'allumettes qui, lorsqu'il était activé, produisait une chaleur intense, sans flamme, sans combustible visible, chauffant le métal jusqu'à ce qu'il rougisse en quelques secondes. Arthur, un homme qui avait vécu toute sa vie avec des poêles à bois et des lampes à pétrole, n'avait aucun contexte pour comprendre l'énergie stockée dans une batterie ou les réactions chimiques. Il savait seulement que cela remettait en question tout ce qu'il comprenait sur la façon dont la chaleur était générée. Ils ont démontré la communication longue distance non seulement à travers des images, mais aussi à travers des sons. Des voix d'êtres dans d'autres parties du vaisseau, transmises instantanément à travers un petit appareil qu'ils portaient sans fils, sans connexion, juste un son clair, comme si la personne était juste à côté d'eux. Ils lui ont montré des matériaux qui étaient rigides lorsqu'on les touchait d'une manière, mais flexibles lorsqu'on les touchait d'une autre. Des substances qui changeaient de couleur en fonction de la température, de la pression. Arthur ne pouvait pas le déterminer. Il ne pouvait que regarder, fasciné et de plus en plus frustré par son incapacité à comprendre les principes de base. Et à travers tout cela, le temps n'avait toujours aucun sens. Arthur ne ressentait pas la faim à intervalles réguliers. Il ne ressentait pas le sommeil suivant un cycle de 24 heures. Seulement, périodiquement ressentait-il le besoin de se reposer, et il était ramené à la surface moulée. Il fermait les yeux, et quand il les ouvrait, il était reposé, mais sans aucune notion de combien de temps s'était écoulé. Il a essayé de compter mentalement. C'était le premier repos, le deuxième repos, le troisième. Mais le comptage est devenu confus parce qu'il n'y avait pas de confirmation externe, pas de lever ou de coucher de soleil marquant les jours, seulement une étrange continuité où un présent constant remplaçait un passé et un futur normaux. À un moment donné, 3e jour, 5e, 7e, Arthur a réalisé quelque chose de troublant. Il commençait à s'y habituer. L'horreur initiale d'être sur un vaisseau spatial extraterrestre dans l'espace cédait la place à quelque chose de plus dangereux, la normalisation. Son cerveau s'adaptait à l'impossible, parce que maintenir une horreur constante était insoutenable. Il mangeait quand on lui offrait de la nourriture, sans plus questionner. Il suivait quand on lui faisait signe de venir sans résister. Il observait des démonstrations de technologie impossibles, avec une curiosité croissante, au lieu d'une peur paralysante. Et les êtres, à leur tour, semblaient se détendre minimalement autour de lui, pas exactement lui faisant confiance, mais reconnaissant qu'il n'était pas une menace, juste un observateur temporaire de leur réalité.
L'observateur principal a commencé à permettre à Arthur de se promener plus librement dans des sections spécifiques du vaisseau, pas seul. Il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait à distance, mais avec moins de supervision directe. Et dans ses explorations, Arthur a vu des choses qui ont laissé une marque profonde dans sa mémoire. Une pièce remplie de ce qui ne pouvait être que des spécimens. Des plantes dans des conteneurs transparents, certaines terrestres mais beaucoup complètement extraterrestres, des couleurs impossibles. Des structures qui défiaient la botanique connue. De petits animaux ou quelque chose de similaire se déplaçant dans des habitats soigneusement contrôlés, observés, mesurés, étudiés. Il a alors réalisé clairement qu'ils n'étaient pas des conquérants. Ils étaient des scientifiques. Ils n'étaient pas venus pour envahir. Ils étaient venus pour étudier, collecter, comprendre. Et il n'était qu'un autre spécimen, pas moins important que les plantes ou les animaux, juste un autre morceau de données dans une vaste recherche qui s'étendait probablement sur des galaxies. Et curieusement, cela n'apportait pas le désespoir, mais une étrange acceptation. Si c'était pour être étudié, au moins ce serait par une civilisation qui traitait les spécimens avec un soin clinique, pas de la cruauté. À un moment donné, Arthur estimerait plus tard que c'était peut-être le 8e ou le 9e jour, mais ce n'était qu'une supposition basée sur combien de fois il s'était reposé. L'observateur principal a fait quelque chose de différent. Au lieu de simplement faire des gestes ou de démontrer des équipements, il s'est assis sur une surface près d'Arthur et est resté là, immobile, ses immenses yeux sombres fixés sur lui avec une intensité qui n'était pas menaçante, mais profondément concentrée. Arthur a senti quelque chose changer, pas physiquement, mais dans la qualité de l'attention entre eux. Et puis vint, non pas une simple impression comme avant, mais un flux de concepts plus complexes, pas de mots, mais des significations liées que son esprit traduisait grossièrement en langage. Observation complète, compréhension acquise. Espèce à un stade critique de développement, potentiel d'évolution ou de destruction. Les choix faits dans les décennies à venir détermineront sa trajectoire. Nous n'interférons pas directement. Nous observons seulement, collectons des données et comprenons les schémas. Arthur a essayé de répondre verbalement. Pourquoi m'ont-ils choisi? Je ne suis qu'un ouvrier agricole. Je ne suis pas important, mais l'observateur principal a fait un geste qui pouvait signifier une négation ou une correction, et l'impression est revenue. L'importance ne se mesure pas par la position sociale, elle se mesure par la représentativité. Tu es un spécimen typique de la majorité de ton espèce. Pas une exception, pas une élite. Par conséquent, les données obtenues ont une plus grande validité statistique. Les leaders mentent, cachent, performent. Les gens ordinaires révèlent la vérité de leur espèce à travers des réactions authentiques. Et Arthur a alors compris quelque chose de simultanément humiliant et étrangement validant. Il avait été choisi précisément parce qu'il était ordinaire, parce qu'il n'avait pas d'agenda ou de sophistication qui déformerait les réactions naturelles. Il était le parfait contrôle expérimental. L'observateur principal s'est levé, a fait un geste, vient, et a conduit Arthur dans une pièce qu'il n'avait pas vue auparavant, plus grande que la plupart des autres. Et là, il y avait quelque chose qui a fait battre son cœur, des objets terrestres. Pas beaucoup, peut-être 10 ou 12 articles disposés sur une surface comme dans un musée, chacun dans un petit champ lumineux qui semblait les préserver. Des outils agricoles de différentes époques, des outils de pierre primitifs aux outils modernes, un morceau de tissu qui semblait vieux de plusieurs siècles, une vieille pièce de monnaie, un livre en français, sa reliure usée, et le plus troublant, une photographie de famille en noir et blanc qu'Arthur ne reconnaissait pas, datée de 1932 selon une note au dos visible. L'observateur principal lui a permis d'examiner les objets sans intervenir, observant seulement les réactions. Et Arthur a réalisé qu'il venait ici depuis longtemps, des décennies au moins,
peut-être des siècles, collectant silencieusement, étudiant, cataloguant l'évolution humaine à travers des artefacts et des spécimens occasionnels. « Combien ?» demanda Arthur à voix haute, sachant qu'il n'obtiendrait pas de réponse verbale, mais ayant besoin de demander. « Combien de personnes avez-vous amenées ici jusqu'à présent ?» L'impression est venue vague, imprécise, mais transmettant l'ampleur. Beaucoup sur une longue période de temps, de différents endroits, différentes époques, toujours retournés, toujours choisis, pour être représentatifs, pas exceptionnels. Et Arthur a eu une pensée troublante. Combien d'histoires d'enlèvement à travers l'histoire humaine étaient réelles? Combien de fous, décrivant des expériences impossibles, rapportaient des vérités que personne ne croirait? L'observateur principal l'a guidé à travers des couloirs, passant des zones qu'Arthur reconnaissait maintenant, et finalement ils sont arrivés à la pièce originale où il s'était réveillé pour la première fois, et quelque chose dans l'atmosphère a changé. Un sentiment palpable de finalité dans l'air. L'être a fait un geste vers la surface où Arthur s'était réveillé initialement, indiquant clairement qu'il devait s'allonger. Et pour la première fois depuis son arrivée, Arthur a ressenti une véritable peur revenir, pas de mal, mais de l'inconnu. Qu'est-ce qui venait ensuite? Effacerait-il sa mémoire, le renverrait-il, le garderait-il indéfiniment? Il s'est allongé parce que la résistance semblait futile, la surface se moulant à nouveau à son corps, et l'observateur principal s'est approché, a placé une main, 3 longs doigts, un pouce au centre de la poitrine d'Arthur, une pression douce mais ferme, et une impression est venue plus claire que toutes les précédentes. Retour. Même endroit, même temps relatif, mémoire intacte. Partage l'expérience ou non, le choix t'appartient, mais sache que la plupart ne le croiront pas. Pas par malveillance, mais parce que l'expérience est en dehors de leur cadre de référence. Enregistre-le pour toi-même. N'oublie pas, l'apprentissage a de la valeur même sans validation externe. Arthur voulait demander tant de choses. Quand reviendrez-vous? Pourquoi faites-vous cela? Y a-t-il d'autres comme vous? Que ferez-vous avec les données que vous avez collectées? Mais son corps était déjà lourd, sa conscience commençant à glisser comme s'il coulait dans de l'eau tiède. Et la dernière chose qu'il a vue était l'observateur principal qui reculait. Des yeux sombres fixés sur lui avec ce qui pouvait être. Imaginait-il du respect ou un adieu? Et puis, rien. Vent froid sur mon visage, odeur de terre humide, son de grillons chantants. Arthur a ouvert les yeux et s'est retrouvé allongé dans un champ ouvert. L'herbe humide de rosée sous lui, le ciel au-dessus révélant les premières couleurs de l'aube. Et pendant un moment, il était complètement désorienté. Où était-il? Qu'était-il arrivé? Puis les souvenirs sont revenus en flot. Vaisseau spatial, être, technologie impossible. 11 jours. Était-ce vraiment 11 jours? Il semblait simultanément une éternité et un instant hors de la terre. Il s'est levé avec difficulté, ses jambes engourdies, ses vêtements humides mais intacts, et a immédiatement reconnu son emplacement. Il était à environ 50 mètres de l'endroit où la lumière était apparue. Même champ, même chemin vers la maison. Il a frénétiquement regardé autour de lui pour le vaisseau, mais le ciel était vide, sauf pour les nuages matinaux teintés de rose par le soleil levant. Aucun signe que quelque chose d'extraordinaire s'était passé là. Il a automatiquement vérifié ses poches, portefeuille présent, de la monnaie, un mouchoir, tout exactement comme c'était quand il avait quitté la propriété de Joseph. Sa montre-bracelet, un cadeau de mariage, le seul objet de valeur qu'il possédait, montrait 6h20 du matin. Quel jour sommes-nous? Combien de temps s'est écoulé? Il a commencé à marcher rapidement vers la maison, puis à courir, son urgence croissant pour confirmer que c'était réel, qu'il était revenu, qu'il n'était pas fou. La maison est apparue à l'horizon familière et réconfortante, de la fumée s'élevant de la cheminée, indiquant que sa femme était éveillée en train de faire du café, et Arthur a couru les derniers 100 mètres, est monté sur le porche et a ouvert la porte en grand. La femme s'est retournée de la cuisinière, son visage passant de la surprise au soulagement, à la fureur en quelques secondes. « Arthur, où étais-tu? 11 jours. 11 jours disparus.
la police cherchant, les voisins fouillant les champs. Je pensais que tu étais mort. 11 jours. Confirmation externe d'une période qu'il avait été incapable de mesurer intérieurement. J'ai besoin d'écrire, dit Arthur, sa voix rouillée de ne pas avoir été utilisée pendant une période indéfinie. Ignorant ces questions furieuses, allant directement au petit bureau dans le coin de la pièce, attrapant du papier et un stylo avec des mains tremblantes, il a écrit compulsivement pendant des heures, ignorant le petit déjeuner, ignorant les voisins qui ont commencé à arriver en apprenant la nouvelle de son retour, ignorant même sa femme, qui a finalement arrêté de demander et a simplement regardé avec une inquiétude croissante. Il a tout écrit dont il pouvait se souvenir. Lumière dans le champ, être, vaisseau spatial, technologies impossibles, sensation de temps déformé, objet terrestre dans une salle de musée, l'impression finale de l'observateur principal. Et en écrivant, une partie de lui savait déjà. Personne ne le croirait. Cela semblerait fou, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait besoin de l'enregistrer. Il avait besoin d'avoir une preuve pour lui-même qu'il ne l'avait pas imaginé, que l'expérience avait été réelle, même si sa réalité défiait tout ce que l'humanité en 1958 comprenait sur l'univers. En finissant le dernier paragraphe, Arthur s'est arrêté, a relu quelques lignes et a réalisé quelque chose qui n'aurait de sens que des décennies plus tard. Il avait décrit la communication sans fil, des images transmises instantanément sur de longues distances, des appareils stockant des informations sans papier, des matériaux qui changeaient de propriété en fonction de stimuli externes. En 1958, ces choses étaient de la science-fiction au mieux, de la folie au pire, mais Arthur l'avait vu, il l'avait touché, il l'avait vécu. Et maintenant de retour chez lui dans un monde qui avait continué à tourner sans lui pendant 11 jours. Il faisait face à une réalité plus difficile que l'enlèvement. Comment pourrait-il vivre le reste de sa vie en sachant ce qu'il savait, ayant vu ce qu'il avait vu, et ne pas être capable de convaincre quiconque que c'était vrai? Les premiers jours après le retour ont été les plus difficiles. Arthur a rapidement découvert qu'écrire sur l'expérience était la partie facile. Vivre avec était infiniment plus compliqué. Sa femme, Marie, oscillait entre le soulagement de l'avoir de retour et une frustration croissante face à son changement. « Tu es revenu différent », dit-elle la 3e nuit, le regardant assis à la table après le dîner, son regard distant et fixé sur rien. « Tu es là, mais tu n'es pas présent. Où est ton esprit ?» Arthur ne pouvait pas l'expliquer. Comment pourrait-il décrire comment regarder des objets du quotidien venait maintenant chargé de comparaisons avec les technologies qu'il avait vues? La lampe à pétrole sur la table semblait primitive par rapport à la lumière sans source illuminant le vaisseau spatial. La radio dans le salon, la fierté de la famille, achetée avec 2 ans d'économie, semblait absurdement limitée par rapport à la communication sans fil instantanée que les êtres utilisaient. Les voisins ont commencé à visiter, curiosité déguisée en préoccupation. « Où étais-tu, Arthur? Que s'est-il passé ?» La police a cherché dans 3 municipalités. Au début, il a essayé d'être honnête. Il a parlé de lumière, de vaisseaux spatiaux, d'êtres, de technologies impossibles. Les réactions allaient de l'incrédulité polie à la préoccupation ouverte pour sa santé mentale. Joseph, le voisin dont il avait aidé à réparer la clôture la nuit de la disparition, était plus direct. « Arthur, t'es-tu cogné la tête? As-tu eu de la fièvre? Ces choses que tu décris, elles n'existent pas. Peut-être que tu as halluciné, erré confus. » D'autres étaient moins gentils. Le prêtre de l'église locale a visité jeudi avec une expression grave. « Mon fils, ces visions que tu as peuvent être l'œuvre du diable essayant de te confondre. Tu as besoin de prière, peut-être un exorcisme. » Arthur a arrêté de compter après la première semaine. Il a appris une réponse qui satisfaisait la plupart des gens sans révéler la vérité. « Je ne me souviens pas bien. J'étais confus, peut-être malade, désolé de m'être inquiété. » Mais la nuit, seul dans son petit bureau improvisé,
un coin d'une chambre d'amis que personne n'utilisait, il a continué à écrire, développant son récit initial, ajoutant des détails qui continuaient à émerger de sa mémoire. Il a écrit sur la texture exacte de la surface où il avait dormi, comment elle se moulait à son corps, mais n'était ni douce ni dure, sa température toujours neutre. Il a écrit sur les expressions subtiles des êtres, comment une inclinaison de la tête communiquait l'approbation, comment la posture du corps changeait minimalement pour indiquer une transition entre les activités. Il a écrit surtout sur les technologies, essayant de décrire avec le vocabulaire limité d'un homme rural, avec une éducation primaire, des choses qui défiaient la physique connue, un tableau qui montrait des images en mouvement sans être un film. Tu le touchais et les images changeaient à volonté. Des décennies plus tard, quelqu'un lisant cela reconnaîtrait une tablette ou un écran tactile. En 1958, cela sonnait comme une fantaisie délirante. Marie a trouvé les carnets la deuxième semaine, a feuilleté les pages couvertes d'écritures serrées, des dessins techniques maladroits d'appareils qu'il avait vus, et l'inquiétude sur son visage s'est intensifiée. « Arthur, ce n'est pas sain. Tu dois oublier ça. Retourner à la normale, travailler la terre, vivre ta vie. Je ne peux pas oublier, répondit simplement Arthur. Je ne choisis pas de me souvenir. Je me souviens simplement. Et si je n'écris pas, j'ai peur que les souvenirs se corrompent, changent, deviennent moins précis. Il est retourné travailler dans les champs le 10e jour, pas par désir, mais par nécessité pratique. Sa famille avait besoin de manger, la terre avait besoin d'être travaillée, mais il a découvert que les tâches qui remplissaient autrefois son esprit n'occupaient maintenant que son corps. Ses mains plantaient, sarclaient, récoltaient. Mais son esprit était ailleurs, retraitant les souvenirs, essayant de donner un sens à une expérience qui défiait le sens. Et puis, les rêves ont commencé. Pas exactement des cauchemars, mais des souvenirs vivaces émergeant pendant le sommeil. Parfois des fragments de moments sur le vaisseau dont je ne me souvenais pas consciemment pendant la journée. Je me réveillais soudainement à 3 ou 4 heures du matin, me précipitais vers mes carnets et écrivais furieusement avant que les détails ne s'estompent. Marie a commencé à dormir dans la chambre du fond après la 3e semaine. « Je ne peux pas me reposer avec toi qui te réveilles chaque nuit, » dit-elle. Mais Arthur voyait la vérité dans ses yeux. Elle avait peur, pas de lui spécifiquement, mais du changement en lui, de l'homme qu'elle avait connu pendant 10 ans de mariage, étant remplacé par un étranger habitant un corps familier. 1 mois après son retour, le commissaire de la ville a visité. La conversation était initialement polie, demandant de ses nouvelles et de son travail, mais finalement arrivant au point. « Arthur, nous avons reçu des rapports inquiétants. Les gens disent que tu parles de choses étranges, de vaisseaux spatiaux, de créatures non humaines. La préoccupation est que les choses pourraient être instables. Il y a des services disponibles, des médecins qui peuvent t'aider. » Arthur a compris la menace implicite. Continuer à parler ouvertement entraînerait un engagement forcé dans une institution psychiatrique. « J'étais confus après la disparition, » dit-il calmement. Mais je vais mieux maintenant. Je retourne à la normale. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Le commissaire semblait soulagé, a bavardé pendant quelques minutes de plus sur des questions triviales, et est parti satisfait que la situation était résolue. Mais Arthur savait que ce n'était pas résolu. Ça ne le serait jamais. Comment pourrait-il en être ainsi quand il avait vécu une réalité au-delà de tout ce que l'humanité connaissait en 1958, et maintenant il était piégé dans un consensus collectif qui insistait sur le fait que l'expérience était impossible et devait donc être de la folie. L'isolement s'est accru dans les semaines suivantes. Les amis ont cessé de visiter non par cruauté, mais par malaise. Les conversations avec Marie sont devenues simplement fonctionnelles, sur la nourriture, l'argent, les tâches ménagères, jamais sur ce qui comptait vraiment. Travailler dans les champs est devenu un refuge, pas parce que je l'appréciais, mais parce que cela permettait la solitude sans jugement.
Et l'écriture a continué obsessionnellement. Les carnets s'empilaient, chacun méticuleusement daté, chaque entrée tentant de capturer des nuances qu'il sentait s'échapper. Il n'écrivait pas pour le public. Il savait que personne ne publierait, personne ne le croirait. Il écrivait pour l'avenir, pour la possibilité que des décennies plus tard, quand les technologies qu'il décrivait commenceraient à exister, quelqu'un trouverait les récits et reconnaîtrait non pas de la fantaisie, mais un témoignage. 2 mois après son retour, Arthur était seul dans le champ, plantant du maïs sous le soleil d'été fort, quand il s'est arrêté brusquement, ou à mi-balancement, et a fixé le ciel vide. Il a réalisé quelque chose qu'il n'avait pas verbalisé consciemment jusqu'à ce moment. Une partie de lui voulait y retourner, non pas parce que la vie terrestre était mauvaise, mais parce que pendant 11 jours, il avait vécu l'expérience d'exister dans une réalité où les questions qu'il se posait depuis l'enfance, sommes-nous seuls? Y a-t-il plus au-delà d'ici? Avaient reçu une réponse définitive. Et retourner dans un monde où ces questions étaient considérées comme naïves ou folles, où vous deviez prétendre ne pas connaître les réponses que vous connaissiez avec une certitude viscérale, était une forme subtile de torture. Il a continué à planter parce qu'il n'y avait pas d'alternative. La vie continuait. La terre avait besoin d'être travaillée. Sa famille avait besoin d'être soutenue. Mais une partie fondamentale de lui est restée sur ce vaisseau, dans cette expérience. Et retourner complètement à la normale était une impossibilité que tout le monde autour de lui attendait de lui, mais qu'il ne pourrait jamais atteindre. Cette nuit-là, écrivant dans un carnet plus récent, à la lumière d'une lampe qui semblait honteusement primitive, Arthur a fait une note qui résumait parfaitement le dilemme. Comment puis-je vivre dans un monde qui insiste sur le fait que l'expérience la plus réelle de ma vie ne s'est jamais produite? Comment puis-je feindre la normalité quand je sais que la réalité est infiniment plus vaste que le consensus collectif ne nous permet de reconnaître? Je ne suis pas fou. Je suis juste seul avec une vérité que personne ne peut accepter. Arthur a fermé son carnet, a éteint la lampe et s'est allongé sur un lit que Marie ne partageait plus, fixant l'obscurité du plafond, sachant que le sommeil ne viendrait pas facilement, que quand il viendrait, il apporterait des rêves de surface malléable et de lumière sans source, et d'immenses yeux sombres, observant avec une curiosité clinique. Et il savait que ce serait comme ça pour le reste de sa vie. Pas une punition, juste la conséquence d'avoir vu au-delà du voile qui garde la plupart de l'humanité confortablement ignorante. Certains jours, j'aurais aimé pouvoir oublier. La plupart des jours, il était reconnaissant de se souvenir, même si le souvenir coûtait tout le reste. Les années ont passé. Arthur a vieilli silencieusement, des rides profondes marquant son visage bronzé par le soleil, ses cheveux s'assombrissant puis blanchissant. Son corps conservant la force du travail manuel, mais accumulant la raideur de décennies courbées sur la terre. Son mariage avec Marie a survécu, mais n'a pas prospéré. Ils coexistaient plus qu'ils ne partagèrent la vie. Leur conversation était fonctionnelle, concentrée sur les besoins pratiques, et leur affection était réduite à des gestes automatiques dépourvus de chaleur véritable. Elle n'a plus jamais demandé au sujet des expériences, et il n'en a jamais offert. Un accord tacite. Vivre à la surface, ne pas creuser dans les profondeurs. Les carnets s'empilaient, 17. Au cours de la première décennie, chacun rempli d'écritures serrées, des dessins techniques s'améliorant légèrement avec la pratique, mais toujours maladroits. Des tentatives de capturer des souvenirs qui restaient vifs des décennies plus tard, avec une clarté qui aurait dû diminuer, mais ne l'avait pas fait. Il les gardait dans un coffre verrouillé au fond d'une armoire, la clé cachée dans un endroit connu seulement de lui, non pas par honte, mais pour protection. Il savait que si quelqu'un les trouvait, il l'interpréterait comme une preuve de folie chronique. Et l'institutionnalisation qu'il avait évitée en 1958 pourrait ne pas être évitable si la preuve d'un délire continu était découverte. Il travaillait la terre pendant des jours, principalement seul. Ses voisins gardant une distance respectueuse après des années de démonstration d'Arthur d'une préférence pour la solitude.
Il n'était pas impoli, juste distant, opérant sur une fréquence légèrement différente du reste de la communauté. Et la nuit, quand Marie dormait, quand la maison était calme, il prenait son carnet le plus récent et écrivait. Pas autant que dans les premiers mois, mais de manière constante, ajoutant des réflexions, réinterprétant les souvenirs à la lumière des expériences de vie accumulées. Parfois, juste en écrivant, je me souviens encore réel, comme confirmation pour lui-même. Les années 60 sont devenues les années 70, puis les années 80, et le monde a changé autour d'Arthur d'une manière qui a progressivement, horriblement, commencé à valider ce qu'il avait écrit des décennies auparavant. La première fois, c'était en 1973, quand un jeune voisin, le fils de Joseph, a visité avec un enthousiasme juvénile, tenant un magazine d'électronique. « Arthur, regarde ça. Une calculatrice qui tient dans ta main. Tu n'as plus besoin de papier pour faire des calculs, tout est électronique. » Arthur a regardé l'appareil sur la photo, un rectangle en plastique avec des chiffres lumineux, et son cœur s'est emballé, reconnaissant un écho lointain des appareils que les êtres utilisaient, stockant des informations sans papier, des calculs effectués instantanément par des circuits au lieu de l'esprit humain. « Intéressant, » dit-il calmement, rendant le magazine. Mais ce soir-là, il a ouvert un carnet de 1958 et a trouvé une description qu'il avait écrite. De petits appareils qu'il portait, faisant apparaître des symboles lumineux lorsqu'on les touchait, semblaient effectuer des calculs ou enregistrer des informations sans rien écrire. Ce n'était pas identique, mais c'était un écho, un principe similaire. Et pour la première fois en 15 ans, Arthur a ressenti non pas une validation complète, mais un murmure de possibilités. Peut-être qu'il n'était pas fou, peut-être qu'il avait simplement vu la technologie des décennies avant que l'humanité ne la développe. En 1982, une télévision couleur est arrivée à la maison grâce à l'insistance de Marie qui voulait regarder des feuilletons. Arthur a observé l'écran, montrant des images en mouvement, des couleurs vibrantes, et s'est souvenu des panneaux dans le vaisseau affichant des images d'autres parties de la structure. Transmission instantanée, sans fil visible. Ce n'était pas vraiment. La télévision était encore primitive par rapport à ce qu'il avait vu, mais c'était un pas dans la bonne direction. En 1990, le fils d'un voisin, une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'histoire d'Arthur et ne portait pas les préjugés de ses parents, a visité avec enthousiasme l'entreprise où il travaillait en ville pour parler du téléphone portable qu'il commençait à utiliser. Imagine Arthur, un téléphone sans fil. Tu peux appeler de n'importe où. Arthur s'est souvenu des êtres communiquant instantanément à travers de petits appareils qu'il portait, leur voix claire comme si la personne était juste à côté d'eux, sans connexion, sans limitation de distance à l'intérieur du vaisseau. Cette nuit-là, il a ajouté une note dans son carnet. L'humanité rattrape lentement les technologies que j'ai vues en 1958. Pas exactement les mêmes, mais fondamentalement similaires. Combien de temps jusqu'à la communication longue distance via des images, jusqu'au stockage de connaissances sans papier, jusqu'aux matériaux qui changent leurs propriétés, les années 90 ont apporté une accélération. Internet est arrivé à la bibliothèque de la ville, les ordinateurs devenant moins rares. Arthur, maintenant âgé de 70 ans, a visité la bibliothèque une fois par curiosité, observant une jeune bibliothécaire démontrant comment rechercher des informations sur le réseau mondial d'ordinateurs connectés. Il a regardé l'écran affiché du texte apparaissant instantanément depuis un serveur à des milliers de kilomètres, des images se chargeant, des informations circulant sans papier physique, et a dû s'asseoir parce que ses jambes sont devenues faibles. C'était ça. C'était exactement ce qu'il avait essayé de décrire en 1958, et personne ne l'avait cru. Une bibliothèque sans livres, seulement de la lumière et de l'information, avait-il écrit. Et maintenant, il voyait une version primitive mais reconnaissable. La bibliothécaire a remarqué sa pâleur et a demandé « Monsieur, allez-vous bien ?»
Avez-vous besoin d'eau? Je vais bien, dit Arthur, sa voix juste impressionnée. La technologie a beaucoup progressé. Il est rentré chez lui ce jour-là, s'est enfermé dans sa chambre, a ouvert le coffre, a sorti tous les 17 carnets, les a étalés sur le lit et a lu. Il a lu des descriptions qu'il avait écrites 3 décennies plus tôt avec les mains d'un homme de 35 ans, essayant de saisir des technologies impossibles avec un vocabulaire limité. Et il a reconnu dans presque tous des principes que l'humanité commençait maintenant à maîtriser, pas de preuves définitives. Tout sceptique argumenterait que c'était une coïncidence ou que les souvenirs avaient été inconsciemment modifiés au fil des ans pour s'adapter aux technologies modernes. Mais Arthur connaissait la vérité. Les carnets étaient datés. L'écriture montrait une cohérence à travers les décennies. Il n'avait pas modifié les descriptions pour correspondre à la modernité. La modernité rattrapait les descriptions. Marie est entrée dans la pièce, a vu les carnets éparpillés, son expression se durcissant. « Encore avec ça, Arthur? Après toutes ces années, j'avais raison, dit-il simplement en la regardant. Tout ce que j'ai décrit était correct. Le monde commence à avoir les technologies que j'ai vues. Ce n'est pas fou, ça ne l'a jamais été. » Elle a soupiré, la lassitude de décennies de la même discussion pesant sur ses épaules. « Arthur, la technologie progresse. Les gens imaginent des choses qui sont ensuite inventées. Cela ne signifie pas que tu as vu des extraterrestres. Cela signifie que tu avais de l'imagination. Et par coïncidence, certaines des choses que tu as imaginées sont créées. » Il n'a pas discuté. Il savait que cela ne servirait à rien, mais il n'avait plus besoin de validation externe non plus. Il avait vécu 30 et quelques années avec des doutes occasionnels, remettant en question sa propre santé mentale. Mais les preuves s'accumulant fournissaient maintenant un confort que la validation humaine ne pourrait jamais apporter. Il avait vu le futur en 1958, et le futur arrivait exactement comme il s'en souvenait. L'an 2000 est arrivé, un nouveau millénaire, et Arthur, à 77 ans, retraité du travail dur, passait ses journées à lire les journaux, regarder les nouvelles, observer le monde avec les yeux de quelqu'un qui avait vu au-delà, et puis quelque chose s'est passé qui l'a profondément secoué. Des nouvelles sur la Station spatiale internationale, des humains vivant dans l'espace, des photos de la Terre vues depuis l'orbite, la même perspective qu'il avait vue à travers la fenêtre du vaisseau spatial 42 ans plus tôt. Il a pleuré ce jour-là, seul dans la pièce pendant que Marie était au marché, des larmes coulant sur son visage ridé, non pas de tristesse, mais d'un étrange sentiment de revanche. Pendant des décennies, ils avaient dit que c'était impossible, que les humains ne pouvaient pas aller dans l'espace, que la Terre vue d'en haut était de la fantaisie. Et maintenant, il faisait exactement cela, photographiant exactement ce qu'il avait vu. Cela ne prouve pas qu'il avait été enlevé, mais cela prouve que ce qu'il a vu n'était pas impossible. Cette nuit-là, il a écrit sa dernière entrée significative dans son carnet le plus récent. Ses mains tremblantes avec l'âge, mais son écriture toujours lisible. J'ai vécu 42 ans depuis cette expérience. 42 ans portant une vérité que personne n'acceptait. Mais les technologies que j'ai vues émergent. La perspective que j'ai vécue est atteinte. Je n'ai plus besoin de foi. J'ai des preuves cumulatives. Je ne suis pas fou. Je ne l'ai jamais été. J'étais juste en avance sur mon temps, et le monde avait besoin de décennies pour rattraper son retard. Il a fermé le carnet, l'a mis dans le coffre avec les autres, l'a verrouillé à nouveau, et a ressenti une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis 1958. Pas parce que quelqu'un croyait, mais parce qu'il n'avait plus besoin de la croyance de quelqu'un d'autre. Il avait vécu la vérité. Il avait documenté la vérité, et le temps la prouvait vraie lentement, mais inexorablement. C'était suffisant. Arthur Bernier est décédé en 2003, à l'âge de 80 ans, dans la même maison où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Entouré par la terre qu'il avait travaillé pendant des décennies et le ciel ouvert qu'il avait observé d'innombrables fois en cherchant une lumière qui n'est jamais revenue.
Marie a trouvé le coffre verrouillé quelques jours après les funérailles, en cherchant des documents. La clé était dans une enveloppe scellée, avec des instructions écrites de l'écriture tremblante d'Arthur. Pour celui qui le trouve, ce sont des enregistrements d'une expérience réelle qui s'est produite en mai 1958. Pas de la fantaisie, pas de la folie. La vérité que j'ai vécue est documentée. Faites-en ce que votre conscience permet. Elle a ouvert le coffre avec hésitation et a trouvé des dizaines de carnets, certains jaunis par des décennies d'histoire, d'autres plus récents, tous méticuleusement remplis d'écritures serrées. Des dessins techniques, des dates précises et des descriptions détaillées qui avaient consumé Arthur pendant 45 ans. Elle en a lu quelques-uns, au hasard, assise sur le sol de sa chambre, des larmes coulant silencieusement, non seulement de tristesse, mais de réalisation tardive. Elle avait vécu avec un homme qui avait porté le fardeau seul toute sa vie, et elle ne l'avait jamais validé, jamais cru, jamais offert le réconfort que la validation apporterait. Je ne savais pas si je le croyais maintenant, mais je savais qu'Arthur y croyait profondément, sans équivoque, et cela aurait dû être suffisant pour au moins l'écouter sans jugement. Elle a envisagé de détruire les carnets, certains d'entre eux disant que ce serait une gentillesse, protégeant sa mémoire d'être jugée folle à titre posthume. Mais ses instructions étaient claires. Documenter la vérité, la préserver pour ceux qui pourraient comprendre. Finalement, par l'intermédiaire d'un cousin qui avait des contacts dans la communauté ufologique française, les carnets sont parvenus à des chercheurs qui ont publié une version éditée sous forme de livre des années plus tard. Il a reçu une attention modérée dans les cercles spécialisés, un scepticisme prévisible de la part du grand public, mais aussi une reconnaissance pour quelque chose de remarquable, la cohérence. Les descriptions écrites en 1958 n'ont pas changé dans les carnets ultérieurs. Les technologies décrites avec le vocabulaire limité d'un homme rural montraient des principes qui n'auraient un sens complet que des décennies plus tard. Les détails sont restés cohérents tout au long de 45 ans de documentation. Cela ne prouvait pas que l'expérience s'était produite, mais cela prouvait qu'Arthur y croyait absolument, et qu'il avait consacré toute sa vie à enregistrer obsessionnellement ce qu'il avait été témoin. Aujourd'hui, des décennies après la mort d'Arthur, nous vivons dans un monde qu'il a partiellement décrit en 1958. La communication sans fil est universelle. Des images transmises instantanément sur de longues distances sont monnaie courante. Les enregistrements sans papier sont la norme. Des appareils qui affichent des informations lumineuses lorsqu'on les touche sont dans des milliards de poches dans le monde. Il n'aurait pas pu inventer cela parce que ces concepts n'existaient même pas dans le vocabulaire commun de 1958. Il manquait l'éducation technique pour imaginer les principes physiques sous-jacents. Il était juste un campagnard essayant de décrire l'impossible avec un langage insuffisant, et il a réussi remarquablement bien. Cela ne signifie pas définitivement qu'il a été enlevé par des extraterrestres. L'esprit humain est capable de choses extraordinaires. Mais cela signifie que le cas d'Arthur Bernier reste des décennies plus tard l'un des récits de contact les plus détaillés, cohérents et étrangement prophétiques jamais documentés. Il a vécu 45 ans en connaissant une vérité que personne n'acceptait. Il est mort sans la validation qu'il cherchait, non pas pour la gloire, mais pour la confirmation de sa propre santé mentale. Et son héritage reste dans ses carnets. Un témoignage d'un homme qui a vu au-delà du voile ou a cru si complètement qu'il a consacré toute sa vie à préserver la mémoire de l'impossible. Que nous laisse cela, si l'histoire, si les idées d'Arthur résonnent avec vous d'une manière ou d'une autre, si vous reconnaissez le sentiment de savoir quelque chose que vous ne pouvez pas prouver, d'avoir vécu une réalité que le consensus collectif nie, alors il y a des ressources pour explorer ces questions plus profondément. Le livre « Reconnexion avec votre essence divine » n'est pas pour ceux qui se sentent appelés à explorer des expériences au-delà du consensus commun. Ce livre offre des chemins vers la reconnexion, comme regarder à l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur,
découvrir que des vérités plus profondes résident dans l'expérience directe, pas dans la validation externe, se reconnecter avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires et des limitations imposées par le consensus collectif. Brisez le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité. Dissoudre les couches de programmation qui maintiennent la réalité restreinte à ce qui est collectivement accepté. Établir une connexion directe avec le Créateur, non pas à travers des intermédiaires ou des dogmes externes, mais à travers la divinité qui a toujours existé en vous. Dissoudre les croyances limitantes, profondément enracinées, qui déterminent ce qui est possible ou impossible, basées uniquement sur le consensus social. Le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit, abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône de la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui remettent en question ce que nous croyons savoir sur la réalité. Des cas qui restent sans explication définitive, des expériences qui élargissent les limites de la possibilité. Nous ne prêchons pas de vérités absolues. Nous présentons des cas et vous permettons de décider. Laissez un commentaire. Croyez-vous qu'Arthur Bernier a réellement été enlevé? Êtes-vous au courant de cas similaires ou avez-vous déjà eu un contact avec des êtres d'un autre monde? Dites-nous aussi d'où, en France, vous nous écoutez. Votre perspective compte et peut enrichir la compréhension collective. Si ces histoires résonnent avec vous, il y a 2 façons de contribuer. Devenir membre de la chaîne, c'est un soutien mensuel récurrent comme un abonnement. Vous pouvez trouver le bouton « Devenir membre » sous la vidéo ou via « Super merci », une contribution unique du montant que vous jugez approprié laissez directement ici, dans les commentaires, via l'icône de cœur, avec un signe $. Les 2 options existent pour ceux qui apprécient le travail et veulent qu'il continue. Certains d'entre vous demandent quelque chose de plus profond. Les vidéos hebdomadaires inspirent, les livres électroniques fournissent des conseils, mais certains ont besoin de plus. Un travail personnalisé, une perspective individuelle sur chaque situation unique, quelqu'un qui écoute non pas superficiellement mais profondément, qui voit des schémas que vous ne voyez pas seul, qui facilite un processus qui semble impossible à atteindre seul. Nous recevons des messages quotidiennement. Je regarde toutes les vidéos, mais j'ai besoin d'aide spécifique pour ma situation. Y a-t-il un moyen de travailler individuellement? Oui, cela existe. Vous pouvez planifier une session privée avec nos thérapeutes spirituels via l'adresse e-mail dans la description. Des professionnels formés au processus d'éveil, de guérison profonde et de reconnexion avec votre vraie essence. Ce n'est pas une thérapie conventionnelle, ce n'est pas un conseil générique, c'est un travail spécifiquement dirigé vers là où vous êtes bloqué, fragmenté ou perdu. Les sessions sont individuelles par appel vidéo. 1h30 d'attention ininterrompue, dédiée à faciliter votre processus unique. Nous ne vendons pas de formules toutes faites. Nous travaillons avec ce dont votre âme a besoin. Maintenant, certains ont besoin d'une session ponctuelle. D'autres ont besoin d'un suivi pendant des mois. Chaque voyage est différent, mais soyez honnête avec vous-même avant de prendre contact. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions magiques rapides. C'est pour ceux qui sont vraiment prêts pour un travail intérieur profond, pour ceux qui reconnaissent que le vrai changement nécessite un engagement non seulement à la session, mais au processus qui continue entre les sessions. Pour ceux qui veulent aller au-delà de regarder des vidéos et sont prêts à vivre la transformation. Si c'est vous, l'adresse e-mail est dans la description. Nous répondrons avec des détails sur l'investissement, la disponibilité et les prochaines étapes. Arthur Bernier n'était pas un héros, il n'était pas un prophète, il n'était pas spécial par aucune mesure conventionnelle. Il était simplement un homme ordinaire qui, selon son propre témoignage, maintenu de manière cohérente pendant 45 ans, a vécu 11 jours en dehors de la réalité conventionnelle et il a payé le prix. Isolement social, un mariage endommagé, des décennies portant le fardeau d'une vérité invérifiable.
Des nuits passées à écrire compulsivement parce que la peur d'oublier était plus grande que la peur d'être jugé fou. Mais il a aussi gagné quelque chose. La certitude. Dans un monde où la plupart des gens vivent dans un doute perpétuel sur les grandes questions, sommes-nous seuls? Y a-t-il plus au-delà? La réalité est-elle limitée à ce que nous voyons? Arthur avait des réponses, non pas par la foi, mais par l'expérience directe. Et il est mort en paix, non pas parce que quelqu'un le croyait, mais parce que le temps a partiellement validé ce qu'il avait été témoin. Les technologies que vous avez décrites ont émergé. La perspective que vous avez vécue est devenue accessible. Pas de preuve d'enlèvement, mais une preuve que ce qu'il a vu n'était pas impossible. Son cas reste ouvert, ni définitivement résolu, ni complètement discrédité. Il existe dans un espace ambigu où les meilleurs cas existent toujours. Assez de preuves pour remettre en question le scepticisme absolu, pas assez pour forcer la croyance. Et peut-être que c'est le point. Ne pas savoir avec certitude, vivre avec le mystère, reconnaître que la réalité peut être infiniment plus vaste, que le consensus collectif ne le permet, et que l'expérience individuelle, même sans validation externe, a sa propre valeur. Arthur a vécu sa vérité. Il l'a obsessionnellement documentée. Il l'a préservée pour l'avenir. Et maintenant, c'est à nous de décider. Était-ce un témoignage de réalité ou une élaboration psychologique si profonde qu'elle a consumé toute une vie? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais son histoire persiste des décennies après sa mort, nous rappelant que les limites de la possibilité sont établies non pas par la réalité, mais par le consensus. Et le consensus peut être profondément, fondamentalement faux. Cette histoire est basée sur un cas réel. Certains détails ont été adaptés à des fins narratives. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être est-ce juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que vous soyez arrivé jusqu'ici. Et c'est tout. Jusqu'à la prochaine histoire.